Le port de Monaco réunit les plus grands yachts au monde, mais la valeur du marin ne tient pas à la taille de son bateau. Lors de l'Admiral's Cup 2025, Pierre Casiraghi s'est imposé avec son équipe à bord du Jolt 6 au terme d'une bataille collective et stratégique entre la côte sud de l'Angleterre et Fastnet Rock, îlot du sud-ouest de l'Irlande, une zone redoutée par les marins les plus aguerris. Un exploit historique qui marque l'entrée de la principauté dans le cercle très fermé des vainqueurs de ce championnat du monde des clubs et qui permet au Yacht Club de Monaco d'occuper une place unique dans l'univers du yachting et de la compétition internationale. De quoi combler de bonheur ce passionné de voile qui a intégré l'équipage de ce club en 1976, il y a 50 ans, et qui tient la barre depuis 1990. Nous avons voulu partir à la rencontre de Bernard d'Alessandri, l'emblématique directeur général du Yacht Club de Monaco. Bonjour Anthony, un plaisir de vous recevoir. Ça me fait très plaisir de venir à votre rencontre ici dans ce magnifique Yacht Club de Monaco. Effectivement, on est très heureux de vivre ici. Ça fait 11 ans que vous êtes ici. 11 ans cette année que nous sommes ici, dans cet écrin merveilleux dessiné par Foster. Norman Foster, éminent architecte britannique, il voulait que ce soit un yacht. Un yacht club, ça doit ressembler à un yacht. Enfin, il y a eu un concours d'architecture et Norman Foster a été retenu. Il y avait 3 architectes qui étaient arrivés dans shortlist et lui a été retenu et après est née l'idée du bateau. Mais alors vous, Bernard d'Alessandri, vous êtes arrivé au club en 76. Il y avait combien de personnes qui travaillaient là? 3, 4 3, 4, je crois que j'étais le 4e. Vous étiez le 4e. J'étais le 4e. Et vous étiez skipper. Vous êtes un pur non, voileux. Oui, je suis voileux. Ouais. Parce que vous avez même participé à une transat, la Monaco-New York. Ça, c'était un peu plus tard. Plusieurs, mais celle qui nous a marqués tous, puisqu'elle est faite avec des jeunes monégasques. En 85, on part un peu, j'avais 33 ans. D'accord. Et on part à l'aventure de l'Atlantique Nord, comme ça, un peu l'affaire au canon. On a compris, ça nous a ramené à des choses, c'était très sympathique. Et on se voit toujours d'ailleurs, mais il n'y avait que des jeunes et des monégasques. Quand on passe d'un petit club, j'ai envie de dire presque familial, de l'autre côté du port à ici, cet immense yacht de 5000 m², plus 4000 de terrasse, etc. Comment on garde l'esprit, l'âme du club? Là, c'était le challenge. Là, c'était le challenge. On avait, de l'autre côté, on avait moins de membres aussi. C'était beaucoup plus familial. Et on a essayé de garder ça et je pense qu'on y a réussi. Je pense que malgré la dimension, le club est resté assez humain. Et les membres se connaissent à l'intérieur du club et on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de relations. On a gardé aussi une grande partie du personnel. Quand on a changé il y a 10 ans, on était déjà une soixantaine. Et maintenant, ici? On est un peu plus de 200. Un peu plus de 200. Plus de 10 métiers différents. Ouais. Mais le club a créé beaucoup d'attentes de la part de nos membres, de la part de nos partenaires. Il a fallu... on a changé complètement le club et très rapidement, il a fallu à la fois garder l'esprit club et le contact avec les membres, et puis s'adapter à cette nouvelle structure et aux attentes, parce que quand les membres ont vu ce club-là, ils avaient d'autres attentes que d'un côté où c'était familial. Mais alors, votre devise ici, c'est un esprit, une équipe, un club. Les valeurs du club, c'est l'étiquette. Ouais. C'est-à-dire qu'on respecte, on essaye de respecter les traditions. C'est aussi la continuité avec les jeunes, tout ce qu'on la transmission, c'est-à-dire avec les jeunes. On est entre nous, Bernard. Ici, c'est le plus beau yacht club du monde. Non, on n'aime pas dire ça. On n'aime pas dire ça. Oubliez les caméras. Non. On est juste entre nous. Non, même pas. Si on était le plus sympathique, ça serait déjà Ah, c'est déjà beau. Soyons modestes. Témoin de cet esprit club où la passion de la mer s'exprime au quotidien, la petite centaine de bénévoles qui participent à l'organisation des régates, à commencer par la flotte des commissaires, sans qui rien ne serait possible.
L'objectif du Yacht Club, c'est quoi? C'est un club privé pour les membres? C'est un club sportif où il faut arriver à des performances? Quel est votre objectif? Est-ce que c'est une question de rayonnement de la principauté aussi? Ben, je dirais que c'est les deux, hein. C'est le principe de la plupart des clubs de Monaco, c'est d'avoir une activité club traditionnelle, c'est-à-dire on prend soin de nos membres et surtout des jeunes générations, puisque une de nos valeurs, c'est la transmission. Donc on fait beaucoup d'efforts pour les jeunes. Et puis aussi, c'est le rayonnement de Monaco à travers le domaine du yachting et à travers nos événements et à travers la plateforme que le club représente. Aujourd'hui, ce club s'est imposé comme une plateforme d'échange où l'industrie se retrouve pour échanger sur les technologies, se retrouve au moment du Monaco Yacht Show, mais se retrouve aussi, le club a pris une position que Monaco a toujours un peu eue, mais aujourd'hui on est capable de la positionner dans ce bâtiment. Alors le Yacht Show, le Monaco Yacht Show, qui est un événement énorme à Monaco, ici évidemment tout le monde se retrouve, mais ça ne dépend pas du Yacht Club. Absolument pas, non. C'est un organisme complètement indépendant, mais un des événements importants de la principauté qu'on ne peut pas ignorer. Et on a chaque année beaucoup de monde, beaucoup de professionnels, beaucoup d'armateurs aussi qui viennent pour se retrouver. On organise à cette occasion-là des déjeuners, des dîners avec nos membres et puis des conférenciers pour parler de l'avenir du yachting. Parce que c'est considérable le yachting à Monaco, c'est 600 millions d'euros de retombées économiques chaque année, c'est 1500 emplois. Et vous d'ailleurs, alors vous occupez pas ici au Yacht Club du Monaco Yacht Show à proprement parler, mais vous venez de prendre la présidence de la chambre du yachting à Monaco, et puis vous étiez aussi vous êtes en charge du cluster. Ouais, alors ce sont deux choses assez distinctes. Ouais. Le cluster, c'est un groupement de sociétés et le but, c'est d'essayer d'augmenter le chiffre d'affaires de ces sociétés. Tout ça, c'est sous l'ombrelle de Monaco Capital Advance of Yachting. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment marquer et accompagner l'engagement de notre souverain pour l'environnement, aussi dans le domaine du yachting, et on cherche des solutions pour que ce yachting se modernise, soit plus éco-responsable. On a maintenant des solutions qui quand même permettent, il y a des changements énormes qui ne sont pas perceptibles par le grand public, mais sur les formes de carène, sur la consommation, sur les filtres, sur la façon dont on utilise les bateaux, sur l'intelligence artificielle apporte quand même beaucoup de choses aussi. Et vous avez mis au point un indicateur ici à Monaco, le C-Index. On a le premier indicateur de pollution atmosphérique, qui est le C-Index. On était les premiers à faire ça, on a débuté ça il y a 7 ans. Ça consiste en quoi? Ça consiste à mesurer et faire un état sur la base de volontariat, c'est-à-dire qu'on n'impose rien. On sensibilise les armateurs et les capitaines à la pollution atmosphérique. Donc c'est un indicateur qui évalue l'impact environnemental d'un yacht, c'est ça? Voilà, oui, pour l'atmosphère. Maintenant, on va aller plus loin puisqu'on va essayer d'évaluer aussi la pollution sonore. Le propre d'un bateau, c'est d'être à la surface, donc on crée à la fois des pollutions atmosphériques dans l'air, qui sont assez faciles à avoir, et puis des pollutions sonores que l'on perçoit un peu moins, ou pas tout le temps, mais qui ont un impact aussi sur la faune et la flore. Ah, sonore, donc pas à l'extérieur, mais sous l'eau. Sous l'eau, oui. Par exemple, certaines espèces de baleines qui seraient trop approchées par des gros cargos peuvent perdre complètement l'ouïe et à ce moment-là, elles sont plus capables de communiquer entre elles, de se nourrir, de se diriger. Il n'y a pas que les collisions, il y a ça aussi. Donc, l'une des solutions que vous avez trouvées, vous, Bernard d'Alessandri, ici au Yacht Club, avec votre équipe, pour orienter le yachting vers plus de vertu, on va dire, plus de valeur environnementale, ce sont ces index, et donc ils sont repris dans le monde entier? Ils sont maintenant repris dans plus de 25 ports en Méditerranée, et puis à l'extérieur, dans différents pays, et chaque fois qu'on a l'occasion et qu'on peut faire un parrainage, on parle du C-Index et des actions que Monaco mène pour être plus respectable. Et ça veut dire quoi? Que les armateurs, les propriétaires de bateaux, ils regardent le C-Index d'un bateau avant de l'acheter? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de régulation dans le domaine, où il n'y en a pas pour certaines tailles de bateaux, mais ça va arriver. Et donc les bateaux modernes, ceux qui sont construits, tiennent compte de ça. Un quart des 100 plus grands yachts privés du monde appartiendraient à des membres de ce club select. Le Yacht Club de Monaco se positionne à l'avant-garde de l'innovation durable et encourage aussi bien ses membres triés sur le volet que les jeunes régatiers à être des citoyens de la mer.
conscients de leurs responsabilités envers l'océan. Ah oui, la salle du conseil du Yacht Club de Monaco. Oui, alors c'est là où se prennent les décisions. On réunit les commissions et le comité directeur régulièrement. Voilà. Les grandes décisions, alors il y a les grandes décisions stratégiques pour le Yacht Club, mais il y a aussi qui va devenir membre ou pas du Yacht Club. C'est ici que ça se Alors ça, décide. c'est une commission qui s'appelle la commission membre, Ouais. qui examine tous les dossiers. Alors, c'est pas très difficile de devenir membre, il faut avoir quand même un peu de patience parce qu'il y a une liste d'attente qui est très longue. Ah bon? Voilà. Il faut Et attendre combien de temps pour devenir membre du Yacht Club? en moyenne, entre 1 an et 2 ans. Ah, d'accord. Ok. Donc là, numerus clausus, 2500 membres. 2500 membres, Et le profil du membre? principalement avec un bateau, si c'est possible, c'est mieux. Ou un intérêt pour la mer, avoué, certain. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui chartérisent des bateaux, hein, ou qui ont un passé, un lien avec la mer. En tous les cas, c'est vraiment important pour nous. Si la personne est membre de notre yacht club, son lieu de résidence, un peu ses parrains, 2 parrains, obligatoirement. C'est de la cooptation. Il faut connaître 2 membres du Yacht Club pour pouvoir rentrer ici. Au moins 2 membres du Au moins 2 membres. Au moins 2 Ouais. membres du yacht club. Et pourtant, il y a toujours eu de la lumière à Monaco en matière de nautisme. En 1904 déjà avaient lieu les premiers rassemblements de canots automobiles à moteur, attirant tous les grands motoristes et industriels pour tester leurs inventions en mer. Et depuis une dizaine d'années, le Monaco Energy Boat Challenge met en compétition la nouvelle génération d'ingénieurs venus du monde entier et qui débordent de créativité en matière de propulsion et de design de coque. Monaco est une terre d'innovation un peu Ouais. partout, hein, mais on continue, on n'invente rien, on suit la tradition. Et depuis 10 ans, effectivement, on fait Monaco Energy Challenge. Ouais. C'est un rassemblement d'ingénieurs du monde entier. 500 ou 600 jeunes débarquent. Alors comme ils débarquent, ils ont des 600 jeunes? 600 Ouais. jeunes en même temps sur le quai, c'est Ouais. fabuleux. Et c'est un moment très agréable, c'est la première semaine de juillet. Ce sont des bateaux qui fonctionnent à l'énergie solaire. Alors, pas tous, parce qu'il y a plusieurs énergies. Aujourd'hui, on a les bateaux à hydrogène, on a des bateaux qui produisent eux-mêmes leur hydrogène. On a toujours un ponton qui produit de l'hydrogène grâce à des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Et avec ça, on récupère de l'hydrogène qu'on met sur les bateaux à côté. Et ça, c'est vraiment le côté vertueux. L'environnement, ça, c'est une bouée cardinale, on va dire, du Yacht Club de Monaco. C'est un de nos grands axes de développement. On pense que ce yachting, tel qu'il est là, il doit s'améliorer, il doit changer son idée, il doit évoluer. Pendant trop longtemps, on a ignoré que l'océan, c'était un autre monde. Nous sommes des terriens. On ne s'est pas préoccupé que de l'autre côté, sous la mer, il y a une vie, dans les océans, il y a une vie, il y a une faune et il y a une flore. Et avec nos activités, on perturbe quand même beaucoup. Avec du CO2 dans l'atmosphère, bien sûr, mais aussi avec du bruit, avec différentes activités. Et je crois qu'on doit cohabiter avec les océans. Le prince Régnier, donc, qui a créé ce Yacht Club en 1953, je me souviens d'une interview, il répondait aux questions d'un journaliste français, c'était dans un contexte politique, et le journaliste lui disait, si vous deviez choisir entre la France et l'Italie, vous iriez où? Et là, le prince Régnier dit, moi, j'irai vers la mer. Ça correspond bien d'abord à la personnalité du prince, qui avait fait quand même pas mal qui était passionné de bateaux et qui avait fait des croisières très importantes. Son arrière-grand-père, Albert Ier, sans une formation scientifique, il avait fait partie de l'Académie de la mer. Il était fondateur du Yacht Club de France, hein, et il a fait des traités qui ont encore cours aujourd'hui. Il a marqué son temps. Monaco et la mer, c'est une histoire indissociable. C'est aussi le portail ouvert sur le monde. Et en même temps, ça nous rappelle notre fragilité face à la mer, parce que, je suis désolé, je vais évoquer un souvenir un petit peu douloureux. Alors qu'il était en régate à Minorque, le Twiga, vaisseau amiral du Yacht Club, datant de 1909, a été pris dans un grain violent. En pleine régate, le voilier de 28 mètres s'est couché sur le côté avec ses 370 mètres carrés de voilure jusqu'à ce que le mât cède, heureusement sans faire de blessés.
Touya s'est fait prendre un peu au dépourvu, voilà, près de la côte. Enfin, on a eu beaucoup de chance. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, puisque c'est seulement matériel. Et le mât est en train d'être recollé. On a fait un nouveau mât, un nouveau bout dehors. Et voilà, on est très optimiste. Il sera en principe en juillet au 250e anniversaire de la création des États-Unis. Ah, pour le 4 juillet. Pour le 4 juillet à New York, pour la parade. Donc on fait tout un focus et réunions hebdomadaires sur le suivi des travaux pour être au rendez-vous du 4 juillet à New York. Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes arrivé à New York en 85 En 85 Après 28 jours de mer. Après 28 jours de mer. On revoit des voitures. On voit la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, des voitures, des lumières. On n'a vu personne. Hein. On a vu un cargo qui a failli nous écraser. Qui ne nous a pas vus. Nous, on l'a vu après. On a vécu en autarcie pendant... on était 12 à bord, 12 jeunes de Monaco, et on arrive à New York avec un grand coup de vent. On a failli démater la dernière nuit, pour la petite histoire. Après des périples où on est passé dans les eaux glaciales parce qu'on n'avait pas de carte, on est monté... Enfin, une erreur tactique que j'ai prise, une décision que j'assume pleinement. À Gibraltar, il y avait 2 routes. Il y a la route nord qui est plus courte, mais plus difficile, puisque toutes les dépressions viennent d'ouest à est pendant l'hiver, mais c'est plus court, donc on était peut-être déjà un peu en retard, donc on dit on passe au nord. Et là, on a pris 4 dépressions, donc on est monté sur les bancs de terre neuve. Quand on est arrivé à l'embouchure du Saint-Laurent, on a recommencé à revivre un peu. Et puis, alors qu'on voit les lumières de New York, la dernière nuit, un coup de vent, et en plus, il y avait un cargo qui avait perdu du fret, et c'était des billes de bois. Et donc, la radio a annoncé, attention, il y a du bois partout, et nous, on marchait à 15 nœuds là-dedans, c'était la dernière nuit, et voilà. Phare d'Ambrose. Vous avez les yeux qui brillent hein, quand vous parlez de navigation. Ouais, je sais pas. C'était la compétition que vous aimez, c'est la dimension humaine, c'est cette aventure, 28 jours en mer pour traverser l'Atlantique. Ouais, c'est l'osmose, c'est créer un groupe qui est capable d'aller sur l'eau, pas d'affronter l'eau, mais d'aller sur l'eau. Hein. On n'affronte jamais la mer parce que la mer vous ramène rapidement. On est sûr de perdre. Oui. On apprend à être humble sur l'eau. Mais avoir un groupe et puis être en osmose entre ce groupe, le bateau et la mer. Ça, c'est quelque chose d'assez... Ça arrive rarement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis d'être dans un autre monde, je répète, les océans, c'est un autre monde. C'est sur notre planète, mais c'est un autre monde. Nous sommes des invités. Quelle est la spécificité de la Méditerranée par rapport à l'Atlantique ? Les changements brutaux de météo. Ouais. La météo peut changer très rapidement. On a la course de l'Europe, par exemple, qui est partie des pays nordiques, de Scandinavie, qui arrive ici, qui n'ont pas trop de dégâts, et entre Gibraltar et ici, il y a 7 bateaux qui cassent, quoi. Il ne faut pas se fier à la douceur du climat méditerranéen, ni croire que cette mer presque entièrement fermée est un lac. Sur le plan météo, les variations sont nombreuses et très rapides. Alors, une des vocations du Yacht Club, c'est aussi la formation des jeunes. Alors, oui, des gros moyens sont mis à la disposition des jeunes avec du succès. On a différentes équipes de compétition que l'on amène sur les différents plans d'eau, le lac de Garde et même au-delà, puisque Monaco est représenté internationalement. Et là, pendant l'hiver, on fait les Winter Series. Alors, ça a commencé il y a 20 ans avec la Primo Cup, et puis maintenant on appelle ça, on a modernisé un peu de 109. Et ça s'appelle les Winter Series. Donc demain va avoir lieu une régate de bateaux qui s'appelle les J70. Et là, on a 14 pays européens essentiellement qui viennent un peu de partout pour courir. Quand on voit que Pierre Casiraghi a remporté l'Admiral's Cup. Ouais, qu'il a débuté sur ces bateaux-là. Voilà, il a fait un chemin étonnant. Il a fait l'Admiral's Cup, c'est certainement le championnat du monde des clubs. Et dans le championnat des clubs, il y a énormément de potentiel. Comment vous expliquez ça ? Que Pierre Casiraghi, que Monaco remporte l'Admiral's Cup. Il a énormément travaillé. Il s'est préparé depuis des mois. C'est pas un hasard. Hein. C'est énormément de travail, de préparation avec
des professionnels, des moyens considérables. Et le choix, ça commence par le choix des bateaux, ça commence 2 ans avant par le choix des bateaux, le choix des équipages. C'est une grosse équipe. Alors on voit Pierre Casiraghi, Peter Harrison, qui sont tous les 2 membres du club. C'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ça positionne Monaco et le club dans les clubs vainqueurs, quoi. Ça arrive pas. J'espère que ça va arriver de nouveau au club, mais je ne le verrai peut-être pas, sûrement pas. Quelles sont les valeurs finalement que la voile inculque à nos jeunes? Alors, la voile, comme la plupart des sports, hein, je dis toujours qu'on peut vivre sans faire de voile, mais on vit peut-être plus facilement en ayant appris certaines règles, et la compétition, la préparation, la concentration, l'analyse. Vous imaginez quand même que cette année, on a recruté des gamins qui ont 5 ans. À 5 ans, on les met sur l'eau. Ils savent nager? Ils savent nager, bien sûr. C'est bon. Et on les met sur l'eau et alors ils vont pas apprendre la voile de suite, mais ils vont apprendre le milieu nautique. Ils vont apprendre la mer. Ils vont avoir un contact avec la mer. On va démystifier la peur ancestrale de la mer. Voilà. Vous, Bernard, vous conseillez à des parents de mettre leurs enfants Bien à la voile? Bien évidemment. Je pense que pour les enfants, c'est très formateur. C'est rare de trouver autant de situations où vous êtes face à une analyse personnelle. Quand vous êtes au milieu d'une flotte de bateaux, vous devez savoir ce que font les autres, vous devez savoir où sont les vagues, d'où vient le vent, où est la prochaine bouée. Et donc, vous intégrez tout un tas de paramètres qu'il faut analyser. Vous avez aussi une synchronisation sur le bateau. Puis vous avez une sanction. Si vous faites une faute, vous allez à l'eau de suite, quoi. N'oubliez pas que quand même en mer, vous n'avez aucun repère. Vous n'avez pas de ligne. Vous pouvez faire du tennis, mais vous avez des lignes, vous avez un filet, vous avez la mer, vous n'avez pas de ligne, vous n'avez pas de filet. Donc vous êtes autonome. Donc si on est un bon navigateur, a priori on se débrouille dans la vie. Si on est armé pour. Voilà, on devrait être armé pour. On devrait être armé pour. Ça y contribue, dirons-nous. Voilà. Bon, c'était formidable. Merci pour votre accueil, Bernard d'Alessandri. Merci à vous. Il vous reste encore 50 ans ici? Pour moi. Fondé en 1953 par le prince Régnier et présidé depuis 1984 par le prince Albert II, le Yacht Club de Monaco est bien plus qu'un club très sélect. C'est une institution à Monaco. Et depuis la victoire de Pierre Casiraghi à l'Admiral's Cup, c'est même devenu une référence sportive au plus haut niveau mondial. En changeant de siège en 2014, le Yacht Club a non seulement gardé son âme, mais a changé de dimension à tous les niveaux. On ne mesure pas la qualité d'un marin à la taille de son bateau, comme le répète souvent Bernard, mais on peut, semble-t-il, mesurer la place d'un pays dans le yachting et la voile à son Yacht Club.